Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Festival Histoire et Cité. Nous sommes très contents d'accueillir cette table ronde consacrée à la marche, un sujet qui entretient des relations extrêmement puissantes avec le thème de cette année, la liberté, être libre. C'est ce dont il sera question aujourd'hui. Donc je salue la présence de Benoît Hémon, d'Antoine Debec, de Grégory Stauffer, et à la modération de Karine Tissot, à laquelle je vais immédiatement passer la parole, en vous remerciant d'avoir accepté de vous engager dans ce projet. Bonne discussion. Merci Thierry, merci pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter tout à ma gauche Antoine Debec, qui est professeur à l'École normale supérieure de Paris, mais également historien de la marche. Grégory Stauffer, qui est artiste et performeur, qui s'est formé à l'école Dimitri, qui est passé par l'école des Beaux-Arts de Genève et qui donc œuvre dans les deux champs de cet art contemporain qui est celui de la scène et des centres d'art. Et à ma droite, Benoît Hémon, journaliste, qui est bien connu de tous pour avoir développé cette émission qui fête ses 25 ans cette année, Passe-moi les jumelles, et qui évidemment a à voir avec la marche en montagne, la marche de proximité en Suisse. Évidemment que ce qui réunit ces trois personnes, c'est un goût et une pratique de la marche. La marche comme liberté, c'est une chose, la marche comme expérience, c'en est une autre. Peut-être qu'on peut commencer par Antoine Debec, si vous le voulez bien, pour parler aussi de votre expérience en tant que marcheur qui rejoint votre spécificité qui est celle de l'histoire et qui, dans votre histoire, vient renouer avec une pratique que vous connaissiez déjà mais que vous avez réactualisée. Oui, merci. Je suis ravi d'être là pour ce... C'est vrai que ce thème se prête très bien enfin, la marche se prête très bien au thème de cette année, du festival. Moi, je suis effectivement historien et j'essaye d'explorer des champs parfois un petit peu nouveaux pour l'histoire. En tout cas, c'est une de mes curiosités. Et je me suis aperçu effectivement qu'il y avait presque rien sur l'histoire de la marche. La marche était une sorte de champ de recherche presque vierge chez les historiens. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans la littérature. Il y a eu pas mal d'anthologies, pas mal d'études sur les écrivains marcheurs, sur le thème de la marche dans la littérature. Il existe quelques livres, mais vraiment très très peu. Ce qui peut se comprendre d'une certaine façon, puisque la marche étant une forme d'activité aussi naturelle que banale, c'est difficile d'en faire l'histoire au sens... quelles seraient... les historiens aiment bien avoir des dates précises. C'est un petit peu, ça fait partie un petit peu de leur règle professionnelle, disons, d'établir comme ça des bornes chronologiques. Qu'est-ce que seraient les bornes chronologiques d'une histoire de la marche ? C'est difficile à dire. Quel serait l'inventeur de la marche ? Difficile à dire. Autant, par exemple, pour une pratique alpine comme l'alpinisme, une pratique de la montagne comme l'alpinisme, on a des histoires de l'alpinisme, on sait à quel moment on a gravi tel sommet, on a toute une sorte de généalogie des pionniers comme ça de l'alpinisme, des grands alpinistes. Autant sur la marche, c'est une sorte d'histoire qui échappe par sa banalité. C'est des choses qui existent dans l'histoire, par exemple des mentalités. On a fait une histoire de la peur, une histoire ce genre d'histoire comme ça, des grands sentiments. Là aussi, c'était... Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer de tenter d'explorer cette histoire de la marche. Et il se trouve que, comme vous l'avez signalé,
ce désir, ce souhait d'explorer un nouveau champ historiographique, il y a une dizaine d'années, a rencontré un événement qui est un événement à la fois banal et malheureux, qui est la mort de mon père. Et je me suis retrouvé, voilà, comme souvent dans ces occasions, à vider l'appartement où mes parents avaient vécu toute leur vie et où moi j'avais vécu enfant, adolescent. Et je suis tombé à ce moment-là sur toute une série de traces de ce que je pourrais appeler ma vie randonnée, une vie randonnée un peu oubliée. D'ailleurs, en réfléchissant à l'histoire de la marche, en me disant tiens, il y a un chantier là à faire, j'avais même pas forcément conscience que j'avais moi-même donc marché quand j'étais adolescent. Je suis retombé sur des journaux comme ça, des prises de notes très concrètes. Voilà, mes parents avaient une maison dans le Vercors et quand j'avais 14-15 ans, beaucoup marché seul. Ma mère avait un peu peur d'ailleurs, je pense. Et en prenant des notes, donc je suis retombé comme ça sur des journaux de marche que j'avais gardé de mon adolescence. Et puis je suis retombé aussi dans une boîte sur les premières chaussures que je m'étais achetées, les chaussures de marche, des sortes de dérivés des godillots comme ça, que je m'étais acheté avec ma première paye. Donc c'était pour ceux de ma génération des Jean-Claude Bibolet Super Trek. C'est toute une nouvelle génération de chaussures qui apparaissent comme ça, ce qu'on appelait des chaussons de marche à l'époque, fin des années 70, début des années 80. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, ça a été comme une sorte d'effet Madeleine, si vous voulez. Et je me suis dit, il faut d'une certaine manière retrouver ça. Il faut rester fidèle à son enfance, fidèle à son adolescence et repartir marcher. Voilà. J'avais oublié, j'étais comme beaucoup d'entre nous rentré dans la vie urbaine, la vie de travail. Bien sûr, je pouvais encore marcher de temps en temps, mais j'avais oublié que j'avais d'une certaine façon été aussi constitué par cette marche. Et donc je me suis dit à ce moment-là, ce jour-là, d'une certaine façon, je me suis dit, il faut partir. Et bon, j'ai décidé de faire donc ce qui est une des colonnes vertébrales comme ça des marcheurs, la traversée des Alpes, le GR5, à partir en face sur le lac, enfin pas tout à fait en face, un petit peu plus loin à Saint-Gingolph, et puis d'aller jusqu'à Menton, Nice à pied, un mois de marche. Et donc comme voilà, retrouver la marche, et puis comme en même temps, entre-temps, j'étais devenu historien, je me suis dit, voilà, ce serait ridicule de faire une histoire de la marche sans, d'une certaine façon, mettre à l'épreuve du corps, de mon propre corps, cette histoire. Et cette histoire, il faut à la fois la travailler en bibliothèque, en cabinet, dans le travail de l'historien qui cherche des archives, des ouvrages, etc. Mais on peut aussi le travailler en historien sur le terrain, en frottant son corps au chemin. Et donc, ça aussi, ça produit de la connaissance, ça produit de l'histoire. Et donc, voilà, c'est comme ça que je suis reparti. Donc, marcher, effectivement, c'était septembre 2009, ça un mois en solitaire sur ce chemin. Merci. Ce qui est intéressant dans votre histoire, c'est que finalement, vous racontez cette retrouvaille avec votre première paire de chaussures et en même temps la redécouverte de vos écrits quand vous étiez plus jeune. Et finalement, la marche, vous allez la lier avec l'écriture, puisque vous produisez un livre qui s'appelle « La traversée des Alpes » en 2014 et qui relate justement votre expérience d'un mois sur ce GR5. Et d'autre part, l'année dernière, vous publiez ce manifeste pour l'histoire marché qui s'intitule « Les Godillots » et qui repart de cette histoire de la chaussure qui est primordiale et liée à la marche. Oui, oui. Et à travers cet objet, vous arrivez à raconter l'histoire d'un pays qui est celui de la France et aussi de ce transfert de la marche qui a été d'abord forcée avant de devenir une marche plaisir au XXe siècle. Non, c'est vrai que c'est quelque chose qui a pris sens, qui a pris corps, on pourrait dire littéralement. Mais oui, ce moment comme ça de redécouverte d'une vie passée
a produit une marche, a produit un désir d'histoire, a produit des livres d'histoire. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ce qui m'a intéressé, c'était de repartir donc sur ce goût de la marche, ce plaisir, qui est aussi une souffrance, une endurance, marcher pendant un mois par exemple sur ce chemin, et de parvenir à approfondir en quelque sorte ce goût par ce que moi je savais faire, c'est-à-dire de l'histoire. Et c'est vrai que quand on marche, on est souvent un petit peu le nez sur le trait rouge comme ça sur la carte, qui matérialise le chemin, en l'occurrence un GR, un chemin de grande randonnée, et aussi bien les cartes que ce qu'on pourrait appeler la littérature de guide, c'est-à-dire notamment les topoguides pour la traversée des Alpes. Les 4 topoguides comme ça qui se succèdent le long du chemin c'est à la fois quelque chose qui est indispensable et je dirais nécessaire aux marcheurs. Et en même temps, moi, j'éprouvais à la lecture de ça un sentiment un peu de frustration. Et cette frustration, c'était justement cette épaisseur, cette profondeur historique. Quand on marche sur un chemin, on marche dans les pas de gens qui ont, depuis parfois des centaines d'années, tracé eux-mêmes ces chemins avec leurs pas. Et donc... marcher en historien, c'était ça, c'est-à-dire c'était à la fois marcher comme tout le monde, avec ce goût, ce désir de marcher, de partir comme ça à l'aventure, et puis en même temps c'était aussi cette volonté de comprendre les strates très profondes qui ont constitué ces chemins. C'est-à-dire ces générations et générations de marcheurs qui, dans les Alpes, pour prendre cet exemple, ont contribué à faire exister ces chemins. Puisque, pour prendre l'exemple du GR5, c'est un chemin qui a été balisé, c'est d'une certaine manière la dernière génération qui m'intéresse en tant qu'historien, c'est-à-dire le moment où ce chemin s'est constitué en GR, c'est-à-dire a été balisé en rouge et blanc. Alors moi j'ai cherché des traces, on retrouve des missions de balisage qui permettent de dater très précisément ce GR a été balisé entre 1949 et 1958. Voilà, on peut reconstituer ça, c'est ce que j'ai fait dans un chapitre de ce livre, mais en même temps on s'aperçoit aussi que cette histoire qui est en fait d'une certaine manière la dernière couche sur laquelle on marche aujourd'hui, c'est-à-dire mais que ces pionniers de la randonnée, donc on peut raconter l'histoire des pionniers de la randonnée, c'est tout à fait passionnant ce que j'ai essayé de faire, ils sont eux-mêmes les héritiers d'autres générations de marcheurs. Donc par exemple en Savoie, c'est beaucoup les pèlerins. C'est-à-dire que ces chemins ont été des chemins de pèlerinage vers les chapelles baroques, comme ça, entre la fin du Moyen-Âge et puis l'apogée du baroque au XVIIe siècle, fin XVIIe siècle, début XVIIIe. Et donc, ces chemins sont généralement les héritiers ont été tracés par et pour les pèlerins. Plus au sud, dans les Alpes, le GR5 reprend à beaucoup d'endroits une sorte de mosaïque comme ça qui reprend. Là, c'est la transhumance, c'est les drailles de la transhumance, l'aboutissement des drailles de la transhumance qui arrivent sur les alpages et le GR5 se moule en quelque sorte là. Donc voilà une autre génération, d'autres générations de marcheurs, les bergers et qui menaient pendant 3 semaines leurs moutons de la Provence au plateau et aux alpages sur les drailles à d'autres endroits, puisque c'est un chemin, c'est un chemin frontalier. Ce sont les militaires qui ont tracé ces chemins entre les forteresses, les premières forteresses, disons de Vauban, génération Vauban, 17e, fin 17e, 18e, jusqu'à la dernière génération de la ligne Maginot des Alpes dans les années 30. Il y a toute une série de forteresses alpines
et pour passer d'une forteresse à l'autre, il a fallu tracer des chemins, et les militaires l'ont fait. Donc le GR aujourd'hui reprend à certains endroits ces passages-là. À d'autres endroits, c'est le chemin de colportage, à d'autres endroits, c'est des chemins des chemins de muletiers, de caravanes de mulets, hein, de sel ou de fromage. À d'autres endroits, c'est les chemins de contrebande. Enfin, voilà, faire l'histoire de ce chemin, c'était faire l'histoire de multiples traditions marcheuses, comme ça. Et c'est effectivement quelque chose qui donne une profondeur historique. C'est-à-dire que maintenant, j'essaye de marcher à la fois en ayant le nez sur mon trait rouge pour ne pas me perdre trop, encore que c'est quand on se perd évidemment qu'on est le plus, finalement, qu'on fait le plus l'expérience de la liberté qu'est celle de la marche, hein. Il faut se perdre pour faire cette expérience-là, je pense. Mais bon, voilà, j'essaye quand même de pas trop me perdre en suivant ce trait rouge sur la carte, et en même temps, ce trait rouge, pour moi, n'est pas suffisant. Et marcher, c'est aussi faire l'expérience de remettre ses pas dans toutes ces générations qui ont créé vraiment, par leur succession, par une forme de cordée, en quelque sorte, hein, ils ont créé ces multiples et sortes de patrimoine comme ça que sont les chemins des Alpes. Merci, ce qui vous amène notamment aujourd'hui à vous intéresser à la réouverture du GR 69, si je ne me trompe pas. Oui. Mais avant de passer à cette étape-là, je vais peut-être profiter que vous ayez longuement parlé du GR 5 et de cette expérience-là pour donner la parole à vous, qui avez organisé tout un périple autour du GR 5 en amenant des gens qui ne l'avaient jamais pratiqué, en le pratiquant vous-même, évidemment, en amont, pour ensuite donner lieu à une version d'un reportage qui est visible en un format de 4 x 52 minutes. Oui, je peux parler dans ce micro, oui, c'est ça. En fait, j'ai eu la chance, la très grande chance de faire 2 fois le GR5, une fois, pas tout à fait en solo puisqu'on était 2, mais c'était un repérage qui a donné lieu à un premier reportage de 52 minutes, et c'est avec ce premier reportage qu'on a dit aux téléspectateurs, on le refait l'année prochaine, venez avec nous. On a eu 700 candidatures et on voulait en prendre une dizaine. Donc on a dû faire un choix assez drastique. Et on a refait alors cette deuxième, c'est très différent de faire une marche en solo, une marche en groupe, parce que la dynamique est évidemment complètement différente. Et la deuxième fois avec une dizaine de marcheurs, ça a donné lieu en effet à 4 fois 52 minutes qui ont été diffusées récemment. Et puis oui, c'est ça, en fin d'année dernière, juste avant Noël. Et ça a été un succès d'audience record. Et vraiment, on a fait, passez-moi l'expression, péter les taux d'écoute, pour une raison que je trouve relativement simple, en fait, parce que la marche, ça concerne tout le monde. N'importe qui peut marcher. Mais j'aimerais juste faire un tout petit retour en arrière par rapport à ce que disait Antoine, parce que je trouve qu'il y a des tas de choses intéressantes. Je crois que c'est extrêmement important de rappeler que là, la marche dont on parle, c'est-à-dire le GR5, on parle de marche plaisir. Et la marche plaisir est une notion relativement nouvelle. Justement, si les GR ont été historiquement datés d'après la guerre, on sort de la guerre, on a envie de marcher pour le plaisir. Et je crois qu'il faut rappeler que l'histoire de la marche, qui est à peu près aussi vieille que l'histoire de l'humanité, même avant Sapiens, puisque le Néandertal, Cro-Magnon était sur ses 2 jambes, est extrêmement longue, mais c'était toujours de la marche forcée. C'était quasiment jamais pour le plaisir. On peut aussi rappeler, je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'était en 1991, sauf erreur, quand on a découvert dans les Dolomites, entre l'Italie et l'Autriche, le corps de Ötzi. C'est un corps qu'on a retrouvé à 3400 mètres dans un glacier. On sait que les glaciers ont tendance à descendre. Donc ça veut dire que Ötzi marchait entre 3 et 4000 mètres. Et on l'a daté, évidemment les scientifiques sont occupés de ce corps, on l'a daté à 3500 avant Jésus-Christ. Donc l'histoire de la marche, c'est une très très longue histoire. Je crois qu'il faut justement bien faire la différence entre ce qu'on fait avec le GR5, qui est la marche du plaisir, et puis la marche qui était les gens, j'allais le dire, étaient condamnés à marcher pour vivre. Les contrebandiers, toutes ces couches, toutes ces strates. Et c'est vrai que quand on est sur le GR5, on sent très très fort ça. On sent tous ces cailloux usés par les semelles, et c'est impossible de ne pas penser à ça. De penser à toute cette... Et puis, juste une autre parenthèse par rapport à ce que vous avez dit sur l'histoire de la marche, qui est difficile à dater en effet, parce que si ce n'est qu'elle remonte, je pense, depuis que l'homme est debout. C'est aussi l'histoire de l'alpinisme, parce que là, je m'y suis intéressé d'un peu plus près pour avoir un peu fait d'alpinisme.
Alors c'est vrai que l'alpinisme, c'est assez facile à dater parce qu'on a des dates, on a des premières. On a notamment entre 1860 et 1865, c'est ce qu'on appelle l'âge d'or de l'alpinisme, puisque la plupart de tous les 4000 tombent dans les Alpes, notamment dans les Alpes valaisannes, notamment en 1865, où il y a un nombre impressionnant de 4000 qui tombent. À vue de nez, 90% de ces 4000 ces premières sont effectuées par des Anglais. Et puis le dernier en date, c'est le plus important, le plus symbolique, c'est bien sûr la conquête du Cervin, au 14 juillet 1865 par Edward Whymper. Alors ça, c'est assez facile. Mais moi, je pense que l'histoire de l'alpinisme, quand on cherche à donner le début de l'histoire de l'alpinisme, là aussi, c'est difficile à dater, en fait, parce que je crois qu'il y a des alpinistes qui faisaient de l'alpinisme sans le savoir. Exactement comme on fait de la prose, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Et je pense que les premiers alpinistes qui en faisaient sans le savoir, ce sont sans doute des chasseurs. Mais ils ne le faisaient pas pour le plaisir, c'est parce qu'ils avaient faim. Ils voulaient manger. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'on fait quand on est en montagne? On va chasser du chamois, du bouquetin et tout ça. On est obligé de suivre cette faune sauvage en montagne. Et on a des gravures comme ça, 17e siècle, 16e siècle, où on voit déjà que les chasseurs font de l'alpinisme sans le savoir. C'est pour ça qu'en histoire, c'est souvent difficile de donner un début de tout ça. Voilà un petit peu les remarques que je voulais faire, mais je crois que c'est important quand on parle de... Moi, je suis étonné de voir le monde qu'il y a ici aujourd'hui, parce que c'est un temps à ne pas écouter une conférence, mais à aller marcher, parce que tout le monde peut le faire. La marche, ce qu'il y a d'extraordinaire, là je fais une autre petite parenthèse, parce qu'on a aussi fait dans le cadre de Passe-moi les jumelles, on a fait par exemple la haute route d'été et la haute route d'hiver. On a fait le tour du Cervin, des émissions, des séries de ce genre. Ce qui m'a frappé entre la haute route d'été et la haute route d'hiver, qui ont été les deux des gros succès d'antenne, mais en termes d'audience, même si on n'est pas obsédé par l'audience, mais malgré tout on est obligé de le regarder, en termes d'audience, la haute route d'été a beaucoup mieux marché, même si la haute route d'hiver a vraiment bien marché, mais enfin, la haute route d'été a encore plus intéressé les gens parce que la haute route d'hiver, vous avez des skis. Vous mettez forcément une distance par rapport aux téléspectateurs. Tandis que là, le GR5, comme on l'a fait, et la haute route d'été, forcément, ce qui se passe, c'est que le téléspectateur, en général, on est des fois deux devant son écran, tout d'un coup, on se regarde, puis on se dit, mais nom de bleu, mais pourquoi je ne le fais pas? Ce qui est bien avec la marche, c'est que d'abord, c'est bon marché, c'est chez vous, et c'est bon pour la santé. Donc tout le monde, à un moment, se dit, mais nom de bleu, pourquoi est-ce que je ne le fais pas? Et ce qui est un petit peu paradoxal, on fait ce genre d'émission, puis on dit aux gens, entre guillemets, arrêtez de regarder la télé, allez-y, faites-le. C'est un petit peu le but de l'exercice. Et ça marche très fort. On a des retours. Moi, j'ai encore maintenant des cartes postales d'une cabane autour du Cervin. Ah, j'ai fait le tour des Cervins parce que j'ai vu ça. Il y a le tour du Cervin, on a fait ça il y a 3 ou 4 ans déjà. Puisque vous parlez d'histoire, c'est peut-être joli aussi de reparler de l'histoire de votre émission, qui est née il y a 25 ans. À un moment donné où émergeait le téléphone portable, l'accélération de ce monde et de cette communication qui va très vite aujourd'hui, et que vous ne donniez peut-être pas plus d'une année à votre émission au départ, en parlant très sincèrement. Et au final, elle a eu un succès qui se vérifie jusqu'à aujourd'hui et qui rejoint, malgré son aspect peut-être perçu comme ringard au départ, parce qu'à contre-courant, rejoint aujourd'hui une certaine mode et une certaine envie de ralentissement, de valeurs plus proches de la nature, plus proches de l'homme. Au départ, nos collègues, parce qu'entre collègues, on est toujours très sévères, ils nous disaient, vous allez faire le tour des 7 cantons romans, puis après vous allez vous arrêter. Donc on nous donnait une année, et avec Pierre-Pascal Rossi, on s'est dit, non, on va quand même tenir 2 ans. Et moi, je touche du bois, là. Je suis franchement le premier surpris. En fait, cette année, on va fêter ça au mois de novembre, nos 25 ans. D'abord, je ne les ai pas vus passer. Et je suis extrêmement surpris On n'avait évidemment pas prévu ça au départ, ça c'est clair. Alors c'est vrai qu'au départ, on était à contre-courant, l'iPhone n'existait pas il y a 25 ans. On était un peu à contre-courant parce qu'on avait notre projet d'émission, ça tenait sur une feuille A4, autant dire que ce n'était pas très sérieux du tout, on avait juste des envies avec Pierre-Pascal, et on avait un petit slogan, entre guillemets, ça s'appelait « Le plaisir avant la performance ». Ça, c'était notre axe de travail. Mais c'était court. Il se trouve qu'on nous a fait confiance, puis ça a marché beaucoup mieux que ce qu'on pensait. Mais c'est vrai que nous-mêmes, on a été extrêmement surpris de ce résultat. Alors au début, on était vraiment à contre-courant parce qu'on osait, c'était les débuts du M6, on osait prôner une certaine forme de lenteur, même en télévision. Vous savez qu'un plan de télévision sur M6 dure entre 2 et 3 secondes. Et si vous avez un plan de 4 secondes, on s'excuse après en mettant des plans d'1 seconde pour ne pas perdre le téléspectateur. On a tellement peur de perdre le téléspectateur qu'on fait des plans extrêmement courts. Et nous, sans trop y réfléchir, mais comme pour poursuivre une envie en fait, on s'est mis à faire des plans. Moi, j'ai un souvenir de plan d'une lune qui dure 55 secondes, qui sort derrière un arbre avec un très beau texte d'un artiste dont j'oublie le nom, peu importe. Personne ne venait nous dire, vous êtes fous, vous faites des plans de 55 secondes. Mais tout le monde sentait que c'était différent.
Donc au début, on était complètement à contre-courant. Et puis c'est vrai que maintenant, il y a la mode des slow food, il y a du slow partout, et puis on est un petit peu en tendance, si on veut. Mais je crois qu'on répond à un besoin. On est dans un monde où la vitesse est une vraie tyrannie, et on répond à ce besoin-là, c'est de sauter de temps en temps du train en marche, du TGV en marche, pardon. Merci, je me permets de rebondir, je vous laisserai la parole tout à l'heure, auprès de Grégory, parce que vous avez dit que votre slogan de départ, c'était « le plaisir avant la performance ». Et je me tourne donc vers notre artiste performeur qui pratique, oui, la performance, mais qui a très pas dans le même sens, qui est très lié, très nourri par la marche, très lié à la marche aussi en termes de sujets exploités une fois que tu te retrouves sur scène ou dans un contexte où tu peux t'exprimer. Mais tu défends une performance qui reste un plaisir et qui ne va pas non plus au-delà de certaines limites, tu ne te mets pas en péril. Cette notion du plaisir est aussi liée à la marche dans ton cas. Ouais, bonjour tout le monde. Oui, en effet, pour rebondir du coup sur ta question, mais aussi sur des mots qu'on a entendus, qui sont justement la marche plaisir, moi je suis clairement... disons, mon travail se place vraiment là-dedans et c'est aussi lié à qui je suis, je pense, dans quel contexte j'ai grandi. Voilà. Donc j'ai plein de, disons, de ma vie, mon être, là où ma famille, le pays où je vis, tout ça me permet d'accéder, de travailler, d'être dans ce lieu-là, cette marche-là. Voilà. Et je peux parler que de celle-ci, en tout cas aujourd'hui, à travers mon travail, c'est de ça que je parle. Et puis, il y a le banal de la marche qui a été dit avant, et c'est vrai que la marche m'intéresse parce qu'elle est banale, et de manière générale, je m'intéresse au banal parce qu'il peut nous amener aux choses profondes, à mon avis. Il y a souvent une friction ou une rencontre des deux. Voilà. Maintenant, marche-plaisir, peut-être pour dire ce qui m'y amène, j'aimerais bien vous parler des gens qui m'y ont inspiré. C'est toute une généalogie dont je vais juste placer 2 noms peut-être, mais comme souvent l'inspiration, l'imaginaire, il est nourri d'énormément de couches, des plus ou moins conscientes. Donc c'est une espèce de cosmos qui agit sur nous. Et c'est vrai que c'est ici à Genève, aux Beaux-Arts, que j'ai découvert le travail de Richard Long, qui est un artiste anglais, qui a fait des marches... qu'il a documenté par des photos simples. Et donc son travail, il touche à l'éphémère et il touche à un travail en plein air. C'est un artiste qui a une pratique en plein air, ça veut dire qu'il se lie à la météo, au changement du temps, à tous les risques, à tout ce que comporte cette pratique-là, mais aussi à une pratique donc, de l'éphémère, et ça m'intéressait beaucoup, et encore aujourd'hui, parce que la trace que laisse ce travail, en tout cas sur le terrain, elle est un tissage qui naît du contexte. C'est vraiment sur le lieu, avec un lieu, donc dans un environnement, dans un territoire, que quelque chose peut se passer. Et c'est cette rencontre qui est pour moi la poésie ou la beauté de la vie aussi, et que j'essaye de retrouver dans la marche. J'ai personnellement une sorte de sentiment qu'on est marcheur, l'humanité, les êtres vivants à travers toute notre histoire, aussi longue qu'elle soit, et qu'on est dans le mouvement, qu'on a ces périodes peut-être plus solides, mais on est dans un mouvement sur la Terre qui est clairement notre habitat. Et je pense donc qu'on est, ou en tout cas dans l'errance, que c'est notre condition en tant qu'être qui appartenons à la Terre. Et je crois que c'est aussi cet aspect-là, ce lien, cette dépendance au sol, à la Terre, qui nourrit au fait mon travail. Voilà, cet échange. Peut-être que tu peux nous parler de ton expérience de la marche. Il y a 2 temps par rapport à la marche que tu pratiques. Il y a celle qui nourrit ton travail, où tu vas chercher des sensations, des idées,
un temps différent, et puis il y a une marche qui est aussi pratiquée, même dans les pièces performatives que tu présentes au public. Je pense à tes dernières productions, par exemple. Donc ce sont 2 temps de marche qui sont différents aussi. Alors la marche qui est la première, qui serait celle de la recherche de l'imaginaire ou du partage, partir marcher avec quelqu'un, trouver un rythme commun, trouver tout d'un coup un discours commun qui suit ce rythme. Il y a vraiment une musicalité qui est activée à travers la marche, qui change à chaque fois, qui est vraiment à chaque fois une réinvention, une émergence. Elle est fortement inspiratrice et tout peut participer. Il me semble que c'est assez évident, plus on s'engage dans une marche, donc plus on passe du temps à marcher, plus on va être à l'écoute, on va être poreux quelque part à tout ce qui est en train d'activer sur nous et tout ce que nous, on active sur le... Il y a un dialogue constant, permanent avec ce contexte, avec le contexte. Et ça peut être donc des personnes avec qui on aime, ça peut être une lumière, une odeur, le soleil qui est trop fort, etc. Donc, pour moi, dans ma recherche artistique, marcher, c'est essentiel pour activer la pensée, activer l'imaginaire, activer tout ce réseau qui permettra de connecter à des idées, de la matière, et forcément activer de l'inconnu aussi. Et je pense que ça c'est important dans la marche, c'est tout l'inconnu, c'est-à-dire les rencontres, notamment avec d'autres êtres humains ou des lieux, et tout cet échange inattendu, voilà, qui est très bienvenu d'ailleurs. Je peux faire une petite remarque parce que c'est un petit peu ce qui est extrêmement frappant quand on marche seul ou justement en groupe. Quand on marche seul, on est obligé quand on croise quelqu'un dans le GR5, c'est pas possible de ne pas s'arrêter, c'est pas dire bonjour. Je vous rappelle, quand j'étais seul, enfin avec Pierre-Antoine Hirault, on était 2, enfin quand même, on était très ouverts sur l'extérieur. C'était juste avant les élections américaines. On se trouve dans des endroits pas possibles. On parlait déjà de Trump. On disait non, mais c'est pas possible. Trump va pas parler, va pas passer, c'est pas possible. Et la famille d'Américains que je rencontrais, tout ça en anglais, c'était surréaliste. Je me disais, je vais au Canada si ça passe, quoi. Enfin bref. Donc là, vous êtes ouverts sur les autres. En groupe, en revanche, ce qui est très intéressant, c'est qu'au contraire, le groupe ne veut pas déranger les marcheurs solitaires. Les marcheurs solitaires n'osent pas trop investir le groupe, mais il se passe une dynamique de groupe qui est extrêmement intéressante, justement. Il y a une dynamique de groupe, et c'est ça que pour nous est intéressant, c'est que quand on part avec 10 marcheurs comme ça, on sait 2 choses. C'est impossible de faire une marche d'1 mois, parce que la longueur, on ne peut pas séparer la notion de la marche, la notion du temps, on pourra en reparler peut-être tout à l'heure, mais on ne peut pas faire une marche d'1 mois sans en être complètement chamboulé à la sortie. C'est pas possible. En général, on espère nous tous dans le bon sens, évidemment, on espère que tout ça va vers le haut. Ça, on le sait. Puis ce qu'on sait aussi, c'est que dans le groupe, il va se passer des choses. On ne sait pas quoi, mais il va se passer des choses. Et on part sur ces 2 certitudes, mais à part ça, c'est le champ des possibles derrière. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que nous, on ne s'ennuie jamais quand on refait. Parce que des fois, on me dit « Ah, mais tu refais une marche, tu n'as pas peur de t'ennuyer ?» Même moi-même, je me suis posé la question pour refaire une fois le GR5 en solo, et à le refaire, je me suis dit « Bon, je refais le même parcours, c'est quand même pas rien, moi. » Et ça a été une aventure tellement différente que je ne me suis pas ennuyé une seconde. Et ça, c'est extrêmement important de sentir cette relation, soit dans le groupe, soit vers l'autre. Alors c'est vrai que la marche seule et la marche en groupe, ce n'est pas pareil. C'est aussi des choses qui sont différentes dans ta pratique artistique. Il y a par exemple des moments performatifs comme la dernière performance qui s'appelait Walking, où tu es seul sur scène et tu nous emmènes, toi, par procuration, dans une marche qui est évidemment orchestrée par tes soins, avec une certaine énergie, un certain rythme. Et puis, il y a des marches performatives, plus éphémères, qui sont moins attachées à un lieu stratégique, mais qui est plus sous le mode de déambulation, comme les Silly Walk, que tu expérimentes avec un compère. Et dans ces Silly Walk, eh bien, vous emmenez un certain public qui veut bien, sur votre chemin, se joindre à vous. Donc là aussi, il y a une expérience de la marche en solitaire, dans ta pratique artistique, et en groupe. Oui, tout à fait. Forcément, je pense que c'est ce qu'on vit tous, non ? Le plaisir est d'être avec soi, de se connecter avec soi, et celui aussi d'être dans un partage. Et donc, dans le travail, j'ai les 2. Walking, donc, qui est ce solo. L'intérêt, c'était d'amener
si vous voulez, dans la scène, dans les arts, dans l'écrit en général, on place toujours l'attention sur le buste, sur la tête, sur les idées, le haut du corps, mais même en scène, dans les travaux scéniques. Et là, c'était la curiosité. Ah, mais si, au fait, le focus, l'attention, il allait vers les pieds et vers le sol, enfin, en l'occurrence, le plancher du théâtre. Et si c'était là qu'on regardait plutôt que regarder tout le temps le haut. Et donc, voilà, j'ai fait ce solo où je marche. Je fais pendant 1 heure toute une série de marches sur le plateau. Donc c'est un mouvement plutôt ennuyant, a priori. Dans le théâtre, on essaye d'éviter les marches, d'ailleurs, les déplacements de comédiens, parce qu'il n'y a rien... Enfin, c'est en soi rien de spectaculaire et pas ce qui nourrit ou ce qu'on essaye d'éviter. Et là, c'était tout finalement le jeu, c'était de voir comment, dans ce mouvement chorégraphique, en faire une danse qui elle-même peut aussi nous raconter des histoires, des situations de vie, des situations de récit. Et puis, alors, de l'autre côté, j'ai en effet ce projet des City Walks, et là on est à 2, on reprend le nom qui vient des Monty Python, et c'est vraiment c'est un ami avec lequel on fait beaucoup de travail, disons plutôt proche presque de la clownerie, et l'envie des Silly Walks, c'était de travailler la marche, explorer la marche, mais à travers un corps qui serait silly, donc qui cherche l'idiotie, le jeu, le comique, donc clairement comme le font les Monty Python, mais en s'appropriant notre propre langage là-dedans. Et on fait le dernier qu'on a fait, c'est la Via Francigena, une partie entre Orbe et Cossonay. Et donc on a marché, les gens pouvaient nous accompagner au long de cette performance et soit faire leur marche à eux, soit assister à un spectacle tout en marchant avec nous. Mais il y avait cette idée du coup de pouvoir être une sorte de communauté, mais une communauté assez libre, quoi. Les gens choisissaient la durée qui restait ou pas. Et quelque part, à travers ces Silly Walks, eh bien, vous retrouvez une forme d'audience, mais cette fois-ci participative, parce que les gens peuvent vous suivre vraiment dans votre déambulation. Il n'y a pas de statisme par rapport à ça. Oui, ouais, c'était cette envie que les gens deviennent eux-mêmes, comment dire, un peu dramaturges ou monteurs, comme on monte un film vidéo de leur expérience du spectacle auquel ils assistent. Donc ils décident réellement la distance qu'ils prennent par rapport à nous, par rapport à ce qu'on fait, la durée avec laquelle ils ont envie d'être engagés avec nous ou pas. Et du côté de la télévision, finalement, de montrer des gens qui marchent à une audience, c'est les inciter à marcher, c'est les inciter à montrer ce que représente la marche par ses valeurs simples. Est-ce que, vous avez parlé de beaucoup de retours que vous avez reçus de vos audiences différentes, mais peut-être que vous pouvez en parler. Le mot-clé, c'est simplicité, justement. Parce qu'on parle de valeurs simples et on a perdu la notion de la simplicité. Et moi, je cite souvent cette phrase de Léonard de Vinci qui dit que la simplicité, c'est la sophistication extrême. On n'ose plus faire simple. Moi, maintenant, quand j'ai commencé cette émission, j'étais le plus jeune de l'équipe. Maintenant, je suis le plus vieux. Et je commence à transmettre à la jeune génération de réalisateurs. Et je leur dis constamment, ose faire simple. Quand un paysage, quand c'est beau, tais-toi, tais-toi. C'est pas parce que tu es journaliste que tu dois parler, apprends à te taire. Et je me bats avec les jeunes pour leur dire, mais c'est beau, tu n'as pas besoin de dire que c'est beau, les gens voient que c'est beau, quoi. Et tais-toi, profites-en pour te taire. Donc on n'ose pas faire simple. Et c'est pour ça que je dis que on est dans une société où, d'abord, je pense qu'on subit la tyrannie de la vitesse, comme on le disait tout à l'heure, et la marche permet de tirer la sonnette d'alarme comme dans un train, quoi. Vous dites non, moi je veux sortir de ce TGV, je veux retrouver la simplicité, je veux retrouver. Moi j'aime bien par rapport à la performance artistique. Il y avait un chanoine du Saint-Bernard qui disait tout ce qui s'imprime dans l'homme s'imprime par les pieds. Et si on prend un avion, on ne voyage pas, on se déplace, on va de A à B, on se déplace, on ne voyage pas. En revanche, quand on marche, on entre dans une nouvelle dimension. Et c'est ça, on a perdu la notion de l'espace et du temps. Et la marche permet de se réapproprier cette notion d'espace et du temps. Et le temps, ce qui est intéressant, c'est le temps qui passe, parce que quand vous faites une marche sur un mois, au bout le premier jour, vous regardez votre montre, ensuite vous dites on est mardi ou vendredi, je ne sais plus, au bout d'un moment, vous ne savez plus quelle semaine vous êtes et vous ne savez plus combien de jours vous marchez. Vous perdez complètement cette notion du temps. Ce qu'on perd aussi, c'est la notion du temps, ça c'est le temps qui passe, mais aussi le temps qui fait. Et quand vous marchez pendant un mois, vous ne pouvez pas ne pas subir le temps qui fait.
Et le temps qu'il fait, évidemment, c'est pas toujours le beau temps. On s'entend sur la notion de beau temps. Je pense que la pluie, ça peut être très beau, etc. Mais ça, c'est des choses qu'on a oubliées dans notre vie de citadin. On prend le métro, on prend l'avion, on prend notre voiture, ou je ne sais quoi, pour échapper au temps, la météo. Et marcher, c'est se réapproprier ces notions-là. Et puis la notion d'espace aussi est extrêmement intéressante. Moi, ce qui m'a frappé avec les 10 marcheurs qui étaient avec nous, c'est que chacun, au bout d'un moment, assez vite, tout d'un coup, on se retourne. Puis on se dit, mais t'as vu d'où on vient? Non, de bleu, on vient de tout là-bas. Et on a l'impression qu'on redécouvre, ce qui est une banalité absolue, puisque les marcheurs, les colporteurs, les pèlerins et tout ça, eux vivaient ça tout à fait normalement. Nous, on a complètement perdu la notion de dire, mais c'est possible, en une journée, on peut faire ça, c'est incroyable ça. Donc on se réapproprie la notion du temps qui nous a complètement échappé et la notion de l'espace, et on se dit, tiens, on peut partir de Saint-Gingolph et arriver au bord de la mer un mois après. Et ça, c'est formidable. Et cette notion de plaisir, de marche et de liberté, vous l'adressez quand même à un public qui peut se reconnaître à travers vos candidats. Vous n'allez pas chercher des performeurs dans cet exercice de marche en montagne, c'est important de le dire. Quand je parlais de performance, ce n'est pas dans le sens artistique, évidemment, c'est dans le sens, c'est le chronomètre, quoi. C'est la performance. Sur les 700 candidats à peu près qu'on avait, on a vu une centaine de personnes pour faire notre casting, c'est énorme, 100 personnes, c'est énorme, ça prend plusieurs jours, c'est très fatigant, mais on a éliminé d'emblée toutes les personnes qui nous semblaient surentraînées, c'est-à-dire j'ai fait 3 fois l'ultramarathon du Mont Blanc et tout ça, ça nous intéresse pas. Moi, chacun fait ce qu'il veut, hein. Moi, quand je suis en montagne, je ne regarde jamais ma montre, si ce n'est qu'il y a une notion de montre en montagne pour des histoires de sécurité. On sait qu'on ne va pas aller sur des glaciers ou dans des couloirs d'avalanche à 4 heures de l'après-midi. Là, on regarde sa montre. Mais je ne regarde jamais ma montre, comme Ulichtek, que je connaissais, pour lequel j'ai beaucoup de respect, etc., qui arrive en moins de 3 heures, qui fait la face nord de la Higuerre. C'est une autre dimension, si on veut. Nous, ce côté performance-là ne nous intéresse pas. Le côté chronomètre ne nous intéresse pas. Et on a aussi éliminé passablement de gens qui ne se rendaient pas du tout compte que quand même, un mois de marche, ce n'est pas tout à fait rien. Alors, comme le but, c'est de ne pas faire souffrir les gens, mais qu'ils aient quand même du plaisir, on peut parler du reste de la notion de souffrance et de la douleur dans la marche, ça c'est toujours intéressant. On a éliminé le haut et le bas, si vous voulez. Et puis après, ensuite, on a eu des... Forcément, quand il nous reste une centaine de personnes, vous en prenez 10, forcément, vous vous trouvez avec le Benjamin, le plus jeune. Qui avait quel âge ? En l'occurrence, nous, notre limite, c'était qu'il fallait qu'il soit majeur pour pas qu'on ait d'ennui. Mais enfin, en l'occurrence, je crois qu'il avait 29 ans. Il n'était pas si jeune que ça. Mais enfin, tout de même, il se trouve que c'était le Benjamin. Et le plus âgé, vous mettez où la barre, le plus âgé? On avait 3 ou 4 candidats et l'un d'entre eux avait 83 ans. Et l'autre c'était 78, 78, pardon. Et enfin, on a fait 2 ou 3 doyens. Pour finir, on a pris le plus âgé. Alors là, c'est un cas un peu particulier. Alors là, vous demandez à cette personne, est-ce que je peux téléphoner à votre médecin? Bien sûr, j'ai téléphoné au médecin qui était mort de rire. Ah, ça ne m'étonne pas de sa part. Est-ce que je peux téléphoner à vos enfants, à votre femme? Non, non, pas à ma femme, elle ne sait pas que je me suis inscrite. Ça quand même, elle va l'apprendre. Donc j'ai téléphoné à son fils qui m'a dit, mais oui, prenez-le, vous allez bien vous marrer. Sa fille m'a dit, non, ne le prenez surtout pas, il est fou. Et j'ai dit à sa fille, c'est vous qui m'avez convaincu de le prendre. Et cette personne, Daniel, 83 ans, qui était un bon marcheur, hein, qui était ce qu'on appelle un clubiste bas rouge en Suisse. Il avait un pédigré de marcheur, si on veut. Mais malgré tout, 83 ans, c'est pas rien. Très clairement, dans la série, on indique on lui a fait sauter quelques étapes parce que justement, on voulait non seulement pas trop de souffrance, mais surtout pas d'accident. Heureusement, on avait une médecin dans le groupe. Et on lui a fait sauter quelques étapes, et on lui a porté son sac souvent. Enfin, tout ça se voit dans le film, on ne triche pas du tout. Mais quand même, à la louche, 80% du GR5 à 83 ans, il faut le faire, hein, quand même. Oui, on sent cet esprit de solidarité dans le groupe, à son égard, et de fierté. Complètement. La fierté qu'il peut en tirer lui-même de cet exercice, elle est communiquée à tout le groupe, en fait. Complètement. Il est complètement porté par le groupe. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais ce qui m'a frappé, je pense que ça t'a aussi frappé, c'est les masques tombent avec la marche. Avec la marche, on parlait de cette simplicité, donc on aimerait retrouver cette notion du temps, de l'espace, mais c'est aussi la sincérité des gens. Alors au début, quand vous faites une marche avec 10 personnes, notamment les mâles alpha, c'est-à-dire les hommes, ils font les coqs pour impressionner les femmes, mais très vite, les masques tombent. Parce qu'à un moment, le col, il est là, et puis il faut y aller, quoi. On ne peut pas faire le guignol, il faut y aller au sommet du col. D'où la notion de douleur, des fois. Et pour revenir sur votre... Retrouver cette vérité, je trouve ça très intéressant, quoi. Et pardon, pour revenir sur la notion du temps, vous m'expliquez aussi que si les marches étaient courtes, les masques tombaient plus rapidement. Et puis là, sur votre première expérience d'une marche aussi longue avec un groupe de 10 personnes, finalement, ça avait pris plus de temps. Comme si les gens se conditionnaient à cette durée. Ça nous avait frappé avec Pierre-Antoine Hirault
par rapport le Tour du Cervin ou les hautes routes, on est de l'ordre de la semaine, la grosse ou petite semaine. Les masques tombent au bout d'un jour en général. Mais c'est un peu plus alpin, un peu plus physique, et les masques tombent un peu plus vite. Je sais que sur le GR5, quand on part sur un mois, les gens gèrent leur intime, si je puis dire, et puis les masques ont mis un peu plus de temps à tomber. C'était très intéressant. Et on avait parmi ces 10 marcheurs, on avait une femme médecin franco-espagnole qui était absolument magnifique, une fille des Pyrénées, qui elle-même est une survivante dans le sens qu'elle avait fait 3 embolies pulmonaires, donc elle sait ce que c'est que la marche et tout ça. Et pour elle, c'était un énorme défi de se lancer dans cette marche-là. Et c'est elle qui nous disait, non, en plus, comme médecin, on sentait que c'était une médecin de terrain, elle sentait extrêmement bien les autres partenaires, et elle me dit, non, lui, il est encore en train de rouler un peu les mécaniques, etc. Les masques ont mis un petit peu plus de temps à tomber, mais tôt ou tard, ils tombent, ça c'est sûr. J'avais juste une petite question. Non, mais je prends un peu votre rôle. Tu as dit que c'était quelque chose qu'il fallait pour la philosophie qui guidait notamment les gens qui filment, hein, c'est cette simplicité. Mais je me demandais quels sont un peu les principes techniques justement de film. C'est pas facile de filmer la marche. Comment est-ce que conquérir, je dirais, cette simplicité, comment techniquement ça se passe? Il y a 2 questions. Je vais répondre à la question technique après, mais c'est des reportages qui coûtent relativement cher, parce que c'est des grosses séries, 4 fois 52 minutes en télévision, c'est beaucoup. Surtout si on essaye, on a la prétention de faire de la qualité. Mais donc on a fait une coproduction avec les Français. Et quand je suis allé voir le directeur de France 3 des programmes, qui m'a dit, je lui ai dit, on va faire 4 fois 52 minutes sur la marche, vous auriez dû voir sa tête. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous allez raconter, 4 fois 52 minutes? Puis là, nous, on ne sait pas, mais on pense qu'on peut, ouais. Ils n'y croyaient pas, quoi. Ils n'y croyaient pas. Il a fallu qu'on les dise, moi je vous rappelle qu'il y a des accords entre la Suisse et la France. Non, faites-nous confiance. Puis alors, il y en avait quelqu'un qui dit, oui, ils ont déjà fait des séries, vous voyez. Enfin, bref. Mais le gars de France 3, le directeur France 3 Lyon, il tombait les chaussettes, si vous me passez l'expression. Il n'y croyait pas du tout. Maintenant, pour répondre à la question technique, moi je crois qu'il y a un truc qui est fondamental pour nous, c'est que ce genre de marche-là, vous marchez avec eux. Vous êtes constamment avec eux. Moi, je marchais tous les jours. Il n'y a pas une minute d'hélicoptère dans cette série. Pas une minute. Il y a un peu de drone. Je me suis amusé à faire moi-même du drone. Mais il n'y a pas une minute d'hélicoptère. Et si vous marchez constamment avec eux, il y avait toujours une équipe qu'on appelle lourde, c'est-à-dire qui faisait les levées, les couchers, les interviews, une équipe assez classique qui attendait dans les refuges, et une équipe légère avec une petite caméra qui marchait avec eux. Et moi, je marchais constamment avec eux. Alors du coup, qu'est-ce que je fais? Au début, je leur apprends à mettre des compides, ça va, tac, tac. Ils oublient, au bout de 2 jours, ils oublient complètement qu'il y a une équipe télé avec eux, parce qu'on fait partie de l'aventure. On fait partie de l'aventure. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Sinon, parce que moi, quand on a fait le GR, en Corse, c'est le 20, le GR20, en Corse, donc vous traversez la Corse du nord au sud, magnifique. Hein. Je ne sais pas si tu l'as fait, c'est vraiment quelque chose de très très beau. Là, on avait les guides locaux, on avait pris un guide local, puis il me dit, comment, pas d'hélicoptère? Mais France 3 Corse, ils viennent que en hélicoptère, comment tu vas faire? Non, on va aller à pied. Et ça change tout. Ça change tout. Une sorte d'immersion, en fait. Complètement. Et de captation aussi. Puis là, les Français aussi, quand vous faites des coproductions avec les Français, alors écrivez-nous un scénario. Puis je leur dis, mais je ne peux pas vous écrire un scénario, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, moi je sais, il y a 2 choses, je sais, ils vont changer, c'est tout. Mais qu'est-ce que je ne sais pas. Non, on veut un scénario, parce qu'il y a une stratification de petits chefs qui doivent vous dire oui, alors ils veulent lire des choses. Alors on fait des scénarios, mais on invente des trucs, on invente complètement des histoires, on invente des histoires d'amour et tout, ça passe toujours, ça. Je me rappelle qu'une fille, elle se retrouvait, c'était une arme de séduction massive. J'avais trouvé cette expérience rigolote, ça passait comme une lettre à la poste, c'est des trucs qui ne sont pas lus, je pense, mais enfin bref, après on a l'argent qu'on veut, puis hop, on y va. Donc ça marche. Ça marche, c'est le cas de le dire, ouais. On parle alors évidemment de la marche en groupe et la marche solitaire qui n'est pas la même. Dans l'histoire d'ailleurs, on vérifie que souvent la marche en groupe, elle se désigne comme étant une marche horizontale qu'on partage avec les autres, qui est plus une promenade. Et puis la marche en solitaire, elle est plutôt verticale, elle est plutôt liée à la performance, même si ce n'est pas toujours une performance qui est douloureuse. Vous-même, vous avez fait ce parcours du GR5, mais seul.
qui est aussi un exploit. Non, c'est pas un exploit du tout. Non, Hein. alors, déjà, le premier exploit, et vous le dites très bien dans l'introduction de votre livre, c'est d'avoir réussi à dégager 1 mois dans cette vie Voilà, effrénée. c'est le plus difficile. Voilà, ça veut dire aussi être complètement soutenu par une famille qui est d'accord de vous laisser partir 1 mois et de gérer une logistique en dehors de vous, et de vous laisser libre cours pour faire ce parcours-là. On dit qu'en groupe, les masques tombent. Comment est-ce que dans une marche seule, eh bien, on se retrouve avec soi-même aussi et qu'on s'avoue sans doute des choses différemment sur la marche. Oui, c'est son propre masque, disons, qui tombe. C'est ça l'idée, évidemment. C'est vrai que la marche solitaire est une, et d'autant plus quand elle est longue, est une sorte d'intense expérience introspective. Ça, c'est sûr qu'on est à la fois lâché dans les Alpes, dans ce paysage. Donc on est dans une posture, disons, contemplative. On est dans une posture qui était la mienne aussi en tant qu'historien, c'est-à-dire d'essayer de comprendre sur ce que je vois les signes, les traces de l'histoire. Donc il y a véritablement une sorte d'acuité qui se développe. Hein. On retrouve je pense que ce sont des très vieux réflexes. Tu parlais tout à l'heure de cette sorte d'espace qu'on regagne en quelque sorte en marchant. Et je pense qu'on le regagne peut-être encore plus puissamment quand on marche seul. Et puis il y a cette dimension qui est celle et qui est quand même une dimension aussi très physique, je pense, qui est déterminée par le rythme du pas à pas, par une sorte de biomécanique comme ça, hein, qui est une dimension introspective. C'est-à-dire que, effectivement, marcher 8 heures par jour seul, cela veut dire l'arrivée à la conscience, une sorte de résurgence comme ça de multiples idées, pensées, récits qui font qu'on reconsidère toute son existence, le sens qu'on peut lui donner. Enfin, c'est véritablement une expérience comme ça, disons, de la conscience ou de la pensée, qui est, dont on ne sort pas le même que celui qu'on a été en commençant la marche. C'est sûr que c'est quelque chose de très important. Donc c'est une dimension que moi je lis plus particulièrement, puisque là aussi c'est un peu une déformation peut-être professionnelle, c'est que je lis plus particulièrement à un passage à l'écriture aussi. Alors, on peut tout à fait, énormément de gens le font, marcher sans ce passage à l'écriture. Il y a aussi beaucoup plus de gens qu'on ne le croit qui le font, ce passage à l'écriture, puisque le passage à l'écriture ne veut pas forcément dire en faire un livre. Hein. Ça peut vouloir dire prendre des notes. Et moi, c'est quelque chose qui m'a frappé, comment en fin de journée au refuge, beaucoup de gens sortent un calepin, un carnet et mettent comme ça noir sur blanc ce qui a été peut-être ce que toi tu as filmé comme des conversations. Ça devient des bouts de films. Ben, souvent ça devient des fragments de pages comme ça où on prend voilà, parce que justement on a envie que tout ce travail introspectif, non pas qu'il soit utile, hein, pas du tout, au contraire, c'est justement parce qu'il est inutile d'une certaine façon qu'il est d'autant plus actif, hein, mais c'est en tout cas en garder trace. Ça c'est quelque chose qui me semble... Alors, disons que moi et d'autres... pas mal d'autres, hein, que ce soit des écrivains, des gens qui ont composé des récits de marche, c'est quand même un grand genre littéraire. Hein. On le fait aboutir à une dernière étape qui est le récit, l'essai, le journal intime. Voilà, qui est partagé avec des lecteurs. Mais dans ce travail, moi, ce qui m'a frappé, c'est la façon dont on devient extrêmement souvent. Enfin, ça,
c'est l'expérience qui le veut et qui l'exige d'une certaine manière. On devient, entre guillemets, alors là c'est un autre emploi du mot performant, on devient très performant pour justement pour se remémorer ces expériences de la marche. C'est-à-dire que ce sont des expériences parce que sans doute elles passent par à la fois l'intime et elles passent aussi par les sens, les sensations, qui s'impriment très profondément en chacun. Et pas seulement parce qu'on marche seul, c'est aussi quelque chose dont on fait l'expérience quand on marche en groupe, parce qu'on marche jamais complètement en groupe. La marche, chacun a sa temporalité de marche, chacun a son rythme. On n'est jamais complètement en groupe, sinon ce serait... Voilà, on est aussi seul et en groupe quand on marche à plusieurs. Mais en tout cas, voilà, c'est une expérience, il me semble, qui est très très forte. Et donc, moi, par exemple, je sais qu'au bout d'un certain nombre de jours de marche, j'avais mis au point presque comme des méthodes mnémotechniques comme ça avec des numérotations, parce qu'il y a un côté aussi assez fétichiste quand on marche, je trouve. Parfois on compte les pas, on oublie à la fois complètement la civilisation, mais on retrouve une autre manière je dirais, de scander sa journée. Moi, je sais que quand le col est difficile, c'est quand on arrive vraiment au bout et qu'on est fatigué, pour moi, compter mes pas, c'est quelque chose qui m'aide. Donc, tout d'un coup, chacun met au point comme ça ces petites méthodes. Et donc, c'est des méthodes pour marcher, pour durer en quelque sorte dans la marche, mais c'est aussi des méthodes pour se rappeler des choses. Et donc, voilà, moi, je sais que quand j'arrive soit à la halte du midi, soit au refuge ou au gîte le soir, j'ai un système qui me permet d'avoir à peu près entre 15 et 20 niveaux de pensée comme ça que je peux retranscrire sur mon carnet de marche. Donc voilà, c'est ça qui me semble très, très beau d'une certaine manière dans la marche, c'est la façon dont la marche vous oblige, parce que on est quand même dans quelque chose qui est de l'ordre, non pas, enfin, le mot survie serait un grand terme, mais en tout cas, voilà, on est quand même contraint, obligé de trouver des manières de s'accommoder avec ce qui est à la fois complètement naturel de marcher, mais qui en même temps, complètement inhabituel, exceptionnel, de faire 4-5 heures de marche au col. C'est quelque chose que, voilà, il faut s'inventer je dirais presque, c'est presque un peu comme des petites béquilles qui vous permettent de le faire, et on devient ainsi, d'une certaine manière, on gagne une autre performance. C'est pas la performance qui nous permet d'aller le plus vite possible dans notre vie urbaine, de mettre le plus de rendez-vous possible dans une journée. C'est la performance qui vous permet de durer, de marcher, et puis d'aller encore plus en profondeur d'une certaine manière dans par exemple l'aspect introspectif que provoque, je dirais, nécessairement la marche. Je sais que le côté introspectif, je trouve qu'on avait un architecte parmi nous, Marc Collomb, qui le résumait extrêmement bien, parce que en gros c'est 4 semaines de marche, la traversée des Alpes, et il disait, si je le résume un petit peu, la première semaine je me suis battu avec mon corps, qui me disait besoin de s'isoler, ça c'est même dans un groupe c'est évident, puis il y a la notion de souffrance, puis forcément tout le monde se dit à un moment, mais qu'est-ce que je fous là? Puis repartir le lendemain matin, voilà, parfois, ça va être impossible. Je crois que le deuxième jour, on s'est pris un orage, c'était d'une violence, mais vraiment avec la violence physique au niveau des grêlons et tout ça, donc tout le monde se dit, mais nous-mêmes aussi, on se dit, voilà, deuxième jour, mais qu'est-ce qu'on fout là? Donc ça c'est normal. Alors Marc disait, la première semaine ça a été vraiment une lutte avec mon corps, la deuxième semaine c'est le mental qui a pris le relais. Et ce n'est que la troisième semaine que je suis rentré justement dans cette nouvelle dimension où je commençais à me retourner en me disant « Waouh, t'as vu tout ce qu'on fait, etc. » Il pensait à Ivan Illich qui parlait de la vitesse. Au contraire, quand je vais vite, je perds mon temps, etc. Enfin, il commençait à intellectualiser tout ça. Et que c'est la troisième semaine qu'il a découvert le plaisir de la marche pour la marche. Et ça ne s'apprend pas en un jour.
C'est un petit peu la difficulté qu'on avait aussi dans le casting, c'est que tout le monde nous disait, bien, j'aime marcher, ben, encore heureux, si vous n'aimez pas marcher. Enfin, quelqu'un m'a dit, j'aime pas les groupes, j'aime pas la marche. Dans sa lettre de motivation, je me dis, je veux le voir quand même. Il était très provocateur, mais en fait, il était un peu décevant. Il a juste une formule, mais on l'a pas pris pour finir, enfin bref. Mais tout le monde marche un week-end. Ils font même des grandes marches, on va dire. Mais une semaine, c'est déjà plus rare, 2 semaines encore plus, et puis évidemment 1 mois, ça devient très rare. Mais cet apprentissage, cette découverte, au moment où la 3e semaine, en gros, on va dire en gros, hein, en 4e semaine, c'est l'euphorie, ils sont Voilà, au libre. je pense que c'est un côté hormonal. Hein, on est presque dépendant de ça, c'est-à-dire on est accro. Hein, la 4e semaine, c'est difficile d'arrêter d'ailleurs. Exactement, et c'est exactement ça. La 4e semaine, ils disent tous, mais non, c'est bientôt. Ils ont peur de la fin. Ils ont carrément peur de la fin parce qu'ils sentent, et dans notre film, la fin, ce sont ce qui, pour moi, parle le plus, ce sont les silences dans l'air. Il y a 10 regards. On sent qu'ils sont tous, et à la fois une espèce d'euphorie d'être arrivé au bout, d'être non de bleu, on l'a fait, et en même temps, je ne sais pas si le mot tristesse est adéquat, mais en tout cas, ils sentent qu'ils ont fait quelque chose, ils sentent que c'est fini. Et du reste, ils se revoient maintenant, au mois de juin, je vais manger avec eux et tout ça. Ils sentent qu'ils ont vécu quelque chose d'exceptionnel, et qu'ils ont découvert cette simplicité-là qui est justement la marche. Et ça, c'est formidable, c'est un vrai cadeau de découvrir ça. Je ne sais pas si à ce stade, vous voudriez ajouter quelque chose d'essentiel, parce qu'on peut aussi se tourner vers nos auditeurs et leur donner la parole s'ils ont des questions. Je vais peut-être vous amener le micro. Oui, merci pour l'exposé. J'ai 2 questions à poser à Benoît Hémon. La première, vous avez dit que pour ce long périple sur GR5, vous avez eu environ 700 candidatures et vous avez dû en choisir une dizaine. Alors, si ce n'est pas indiscret, selon quels critères vous avez pu choisir? Et c'était un choix cornélien, comme on dit. Oui. Et puis ma deuxième question, c'est concernant Passe-moi les jumelles. Je suis un fidèle de l'émission. Je n'ai pas vu tous vos épisodes, malheureusement, pour diverses circonstances dans les Alpes. Mais j'ai l'impression que, donc on parle de marche aujourd'hui, mais que les premières années, Passe-moi les jumelles était plus axé sur la marche, sur des thèmes de marche. Par contre, les années passant, on a traité beaucoup d'autres sujets, mais il y a quand même ce point commun entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a une relation, vous avez parlé de simplicité, vous avez parlé de sincérité, il y a également cette relation fortement humaine, et dans ces émissions de Passe-moi les jumelles, on découvre des métiers, on découvre des valeurs justement humaines, on découvre des artisans, on découvre des poètes. Alors, je pense qu'il y a toujours cette relation avec la marche. Est-ce qu'il y a eu une évolution dans vos émissions? C'était là mes 2 questions. Merci. Bien sûr. On ne fait pas une émission sur la marche. Hein. Passe-moi les jumelles n'est pas une émission sur la marche. Il se trouve qu'on marche souvent. C'est une émission, on appelle ça une émission d'évasion, de proximité. On sait pas, c'est difficile à définir. Souvent en France, on me dit qu'est-ce que tu fais comme émission? Je dis on est un petit peu entre Thalassa et puis il ne faut pas rêver. Quoi. À part ça, on me dit souvent oui, mais au début vous faisiez plus de montagne que maintenant. C'est vrai. Il se trouve qu'en montagne, des journalistes et des réalisateurs qui vont en montagne, il n'y en a pas beaucoup. Ça ne court pas les rues. Même chez les jeunes, j'ai de la peine à en trouver qui vont au sommet du Cervin, pour être clair. Il y a un autre phénomène, c'est qu'on a doublé la cadence. Comme ça marchait bien, encore une fois, je touche du bois, à un moment, on avait une dizaine d'émissions par année, donc c'était quasiment un mensuel, si on veut. Et comme, évidemment, les directeurs, ils regardent En plus, on a servi de pompier parce que le vendredi soir ne marchait pas bien. On nous a déplacés du mercredi au vendredi. Puis, pouf, ça a boosté le vendredi soir. Hop, vous ne pourriez pas nous faire 52 Passe-moi les jumelles par année? Ça a été la question. J'ai dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas avec les moyens. Enfin, même en nous donnant des moyens, c'était juste pas possible. Comme on a quand même doublé la cadence, maintenant, on sort 48 reportages de 26 minutes par année. C'est quand même pas rien. Ça fait presque un par semaine. Je visionne presque un sujet par semaine de mes collègues comme producteurs et tout ça. Comme on a doublé la cadence, le côté purement montagne, j'entends Cervin, Marche, tout ça, c'est un petit peu dilué.
on s'est forcément ouvert sur justement des artistes. Il y a toujours un rapport, les artistes qu'on fait, par rapport à ce que tu fais, ton travail, le côté artistique. Il y avait une émission culturelle qui s'appelait Viva avant à la télévision suisse romande, vous vous en souvenez. Eux, c'était vraiment le travail d'artiste qui les intéressait. Nous, c'est plutôt l'artiste dans la nature, dans sa relation à la nature qui nous intéresse. Il se trouve que on va faire Christine Aymon prochainement, on a fait 2 ou 3 artistes, Aline Favre, la céramiste et tout ça. En général, les artistes qu'on filme, on aime ce qu'ils font, ça c'est clair. Mais il nous arrivait de faire un artiste, par exemple, je pense à quelqu'un qui sculptait à la tronçonneuse. Très franchement, son travail d'artistique m'intéressait que moyennement, mais le personnage était formidable. Parce qu'il avait un rapport au bois, à la nature, etc. Donc oui, c'est un petit peu là, ça justifie un petit peu. L'autre question, c'était quoi? Ah oui, le casting, c'est ça? Le casting... Non, le casting n'est pas une science exacte, ça c'est sûr. On est sûrement passé à côté de bons candidats, on est condamné à passer à côté de bons candidats, c'est pas possible autrement. Mais vous êtes obligé à un moment, on a vu 100 personnes, vous êtes obligé à un moment de dire, il faut faire des choix. Alors ce qui se passe dans les castings, on reparle un petit peu de l'introspection, les masques qui tombent, il y a des catégories qui sont surreprésentées dans les gens qu'on prend. Alors les 2 catégories majeures, c'est l'homme de 65 ans qui prend sa retraite. Ça, on en a eu une centaine. Je veux enfin faire quelque chose pour moi. Et la deuxième catégorie surreprésentée, c'est la femme de 50 ans qui a élevé ses enfants et qui veut enfin faire quelque chose pour elle. Ça, on en avait 50. Et après, ça devient un tout petit peu compliqué parce que vous n'allez pas prendre 10 Valaisans, vous n'allez pas prendre 10 Vaudois. Et comme c'était une coproduction avec la France, il fallait prendre des Français. Vous essayez on voulait plus de femmes que d'hommes. Après, il y a une espèce d'alchimie, mais encore une fois, ce n'est pas une science exacte. Je trouve que sur le dernier coup, on a eu de la chance. Je trouve que ça a vraiment très très bien fonctionné entre eux. Et puis la dernière chose, si vous pouvez toujours les voir, si vous allez sur RTS, Play, vous tapez la grande traversée, il ne faut pas taper Passe-moi les jumelles, vous tapez la grande traversée des Alpes, vous pouvez voir je pense, toujours maintenant les 4 épisodes. J'ai répondu, c'est juste. Et donc ce casting, je dirais de façon... à sa manière, c'est-à-dire non scientifique, j'imagine, il rejoint assez précisément la sociologie des marcheurs d'aujourd'hui. C'est ce qu'on essaye de faire. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les 20 dernières années, ce qu'on a constaté, c'est quand même à la fois c'est un fait et c'est quelque chose qui inquiète. D'ailleurs, par exemple, moi je parle des statistiques de la Fédération française de randonnée pédestre. C'est un certain vieillissement des marcheurs, et surtout il y a une case qui manque aujourd'hui, disons depuis une quinzaine d'années, c'est les plus jeunes. Il y a un détournement des plus jeunes, mettons entre 15 et justement 29 ans, c'est assez symptomatique, je pense, de la marche, ce qui est lié à la civilisation d'aujourd'hui, c'est-à-dire un très jeune homme ou une très jeune femme aujourd'hui n'est pas, ça peut arriver évidemment, mais c'est exceptionnel qu'ils se mettent tout d'un coup à marcher. C'est pas vers ça que naturellement la société d'aujourd'hui le conduit, quoi. C'est notre Benjamin qui était un Parisien pur sucre, 29 ans, ça a été le choc de sa vie, quoi. Une révélation. Pour moi, c'est un des meilleurs candidats qu'on ait eu sur la série. Il est formidable parce qu'il le verbalise extrêmement bien, du reste. Pour lui, ça a été une découverte absolue, quoi. Il parle de la seule marche qu'il faisait, il dit dans le film, c'était les couloirs de métro à Paris, quoi. Donc pour lui, ça a été une vraie révélation. Maintenant, c'est vrai que les jeunes, par exemple, ils ne regardent pas la télé à 20 ans, mais je trouve ça normal. Oui, ils sont... moi, quand j'avais 20 ans, je faisais plus d'alpinisme, si on veut, que de la marche. Et puis maintenant, avec l'âge, la marche, ce qui est génial, c'est qu'elle vous accompagne dans l'âge. La marche, plus on avance dans l'âge, plus on se tourne vers la marche. Donc, je trouve assez normal qu'un jeune ne marche pas, enfin, découvre ça un peu plus tard. Je pense que c'est des trucs qu'on redécouvre, en fait, un peu plus tard. Mais c'est vrai qu'à part ça, comme toute activité, quoi, il faut toujours songer à la relève, quoi. Non, mais là, c'est aussi l'historien qui parle. C'est vrai que dans l'après-guerre, ce moment de l'après-guerre qui a été un peu un moment comme ça de refondation ou de fondation de la marche, c'était souvent porté par des très jeunes gens. Bon, voilà, c'était aussi
la suite de ce qui s'est passé, par exemple, autour du Front populaire, une sorte de conquête de la France par les jeunes à travers les auberges de jeunesse, les scouts. Il y avait toute une culture, disons, de la marche qui était celle de la jeunesse et qui, évidemment, aujourd'hui n'existe plus. Ça, c'est sûr. Et Grégory, peut-être que toi, tu as quelque chose à dire sur les jeunes et la marche aujourd'hui. Peut-être ta propre expérience par rapport à la marche. Mais non, je sais pas. Moi, personnellement, je ne suis jamais vraiment senti très jeune dans ma vie, donc c'est peut-être pour ça que j'ai toujours aimé marcher depuis tôt. Et non, j'ai rien à dire, désolé. Mais quand même, dans ta pratique, tu dis quand même que la marche, elle existe depuis ton enfance et que c'est quelque chose que tu n'as pas lâché jusqu'à l'intégration de cette pratique dans ton travail artistique. Oui, bon, alors là, je peux parler de moi, mais les jeunes, je ne sais pas pour eux, mais non, clairement, moi, on passait nos vacances en Valais, c'est là qu'avec ma mère, j'ai pris plutôt le goût de la marche, notamment par sa manière de pouvoir toujours me rendre curieux, ouvert, attentif au lieu où on était, à ce qui se passait, à des fleurs, etc., bref, au goût du pique-nique et ce genre de choses. Et donc, depuis l'enfance, c'est vrai que ça s'est inscrit dans mon corps qu'il faut aller marcher, en tout cas tous les étés, si ce n'est plus après. Et puis c'est devenu plus tard, dans l'adolescence, avec mes amis, on faisait beaucoup de musique, mais on faisait aussi beaucoup de marche. C'était deux choses qu'on combinait. Donc soit on était dans notre local à faire du rock, soit on allait se faire des longues balades. Et puis de là, moi, vraiment, la marche, pour moi, c'est ce que j'essayais de dire avant, c'est quelque chose qui est lié aussi à l'espace urbain. Je ne suis pas forcément sur les GR. C'est quelque chose qui est lié à la perte, en tout cas une certaine notion de la perte de soi, ou pour pouvoir justement aller toucher des zones comme ça de l'imaginaire qui peuvent nourrir ensuite en retour ma pratique ou la musique à l'époque, maintenant d'autres choses. Donc, ouais, voilà, dans mon récit. Et après cette adolescence, ça a été qu'une continuité finalement de différentes manières d'aller marcher, seul ou avec d'autres gens, avec mes amis, etc. Ouais. Je crois que c'est important de rappeler qu'on peut marcher en ville. Hein. Et du reste, la meilleure manière de découvrir une ville, c'est la marche, ça, c'est évident. Ça, c'est comme la montagne, on n'est pas qu'heureux qu'à 8000 mètres. Hein. À 3999 mètres, on est très heureux. Et c'est pas forcément, les gens veulent absolument faire des 4000 dans les Alpes ou des 8000 en Himalaya. C'est juste ridicule. C'est pas une question de hauteur. Hein. C'est comme Bouvier disait, l'étranger commence sous son balcon. Puis que le voyage, c'est pas une affaire de kilomètres, c'est une affaire d'état d'esprit. La marche, c'est la même chose. Est-ce que dans la salle, il y aurait d'autres questions ? Peut-être juste un témoignage sur la marche méditative. En tout cas, pour moi, dans mon expérience, j'avais l'habitude d'aller en montagne et de marcher d'un point à un autre toujours. Et puis un jour, à travers mon parcours dans la méditation, j'ai découvert la marche méditative. Et en fait, ça a complètement changé mon rapport à la marche, sans pour autant exclure la première expérience, je dirais. Parce que là, tout à coup, le but n'était plus d'aller forcément quelque part. Il était simplement d'avoir le plaisir de marcher. Et donc, du coup, j'ai découvert un autre plaisir dans le fait de... Ce plaisir, c'est ça qui m'a fait réagir. Quand vous avez dit tout à l'heure, voilà, il faut peut-être du temps pour découvrir ce plaisir de la marche. Moi, j'ai envie de dire, ce plaisir de la marche, on peut le découvrir tout un chacun... tout de suite, instantanément. Ça demande de ralentir évidemment énormément le rythme. Ça implique voilà, ça peut se coupler à la respiration ou à la récitation de mots intérieurement. Chacun trouve en fait ce qui lui convient.
Mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui vraiment m'amène à avoir beaucoup de plaisir et de bonheur dans l'instant présent, vraiment, et à tout à coup voir ce qui m'entoure de façon complètement différente. Avec voilà, une autre expérience intérieure. Et ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment accessible où qu'on soit. C'est un défi, évidemment, en ville, d'arriver à le vivre aussi comme ça, même si l'environnement est pas forcément très beau. Mais c'est accessible où qu'on soit et à tout un chacun. Voilà. C'est clair, c'est un petit peu ce que je viens de dire. Hein. Vous n'êtes pas forcément heureux parce que vous êtes à 4000 mètres et puis malheureux parce que vous êtes à 3900 mètres. Vous n'avez pas besoin de faire le GR5 pour savoir ce que c'est que la marche, ça c'est évident. Il se trouve que le GR5 est une expérience passionnante parce qu'il est sur la longueur et puis que vous allez vraiment toucher du doigt ce qu'est l'expérience de la marche, mais vous n'avez pas besoin de faire le GR5 pour avoir du plaisir de la marche. C'est un petit peu aussi ce qu'on disait au tout début de cet entretien, c'est faire de la prose sans le savoir. Moi, je suis souvent frappé dans les rayons de librairie de voir tous les livres qu'il y a sur le bonheur, sur la conscience pleine, il faut lire des livres pour... Moi, ça me fait... Excusez-moi, tant mieux s'il y a des gens qui font beaucoup d'argent avec ça, mais allez marcher, vous allez découvrir ça tout seul. Vous allez découvrir ça, vous allez faire de la prose sans le savoir tout seul. Vous pouvez le faire. Moi, je pense que la marche est une thérapie, franchement. Alors, on est tous plus ou moins malades, on a tous plus ou moins... Mais ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. Et moi, je crois que je fais de la conscience pleine. Tout d'un coup, j'ai dit, ah, mais c'est ça la conscience pleine. Ah, mais ben, j'en fais alors. Je ne savais pas que j'en faisais. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bien sûr, chacun... c'est une phrase qu'on dit souvent en montagne, chacun son Everest. La marche, c'est chacun sa marche, c'est évident. Vous avez raison, parfaitement raison. Et puisque vous parlez de peur, c'est aussi intéressant de dire que c'est une thérapie et qu'on est tous malades. Ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, on part avec un sac et on dit souvent que c'est le poids de nos peurs. Donc ça dit beaucoup de choses aussi sur la condition de l'homme et de la marche. C'est Jean-Christophe Ruffin, qui a fait un très beau livre sur Compostelle. Je ne sais plus comment s'appelle son livre sur Compostelle. Ouais. Ça s'appelle son livre. Comment ça s'appelle? Enfin, c'est un très beau livre sur Compostelle. Jean-Christophe Ruffin, il parle en effet de le poids du sac, c'est le poids de ses peurs. Et ça, c'est une séquence alors régulière dans nos émissions sur la marche, c'est qu'on fait la première séquence sac, parce qu'ils prennent tous beaucoup trop d'affaires. Parce qu'ils ont peur de la pluie, de la grêle, des ampoules, etc. Ils en prennent tous beaucoup trop. Après, on le porte, ces peurs-là. Et c'est clair que c'est un des avantages de la marche, c'est faire la différence entre le nécessaire et le superflu. Et très vite, quand vous réfléchissez un petit peu, en disant, tu vas le porter pendant 1 mois, ça, t'es sûr, tu as besoin de 3 pulls? Non, ah bah alors. Donc c'est un apprentissage, ça aussi, c'est clair. Et moi, j'étais pas préparé à ça, et mon sac à dos, le premier jour à Saint-Gingolph, je l'avais pesé juste avant, il faisait 17 kilos. Et... C'est déjà pas mal. Hein. Donc, c'était beaucoup trop, évidemment. Et c'est vrai que ce qui était très beau, très beau, en tout cas je pense que c'est très révélateur, c'était qu'au fur et à mesure que j'avançais dans le GR, je me délestais, c'est-à-dire que voilà, je renvoyais des choses vers Paris, des choses inutiles, et puis moi-même aussi, je perdais. Alors c'est quelque chose qui arrive au bout de disons de 12, 13, 14 jours. Enfin, dans cette expérience-là, je commence mon corps se fait à la marche. Et je perds ce que je pourrais appeler ma graisse urbaine, c'est-à-dire entre 6-7 kilos qui tombent évidemment sans faire de régime, parce qu'il faut prendre l'énergie pour marcher, donc on ne fait pas un régime quand on marche, mais on fond un petit peu, le corps se fait vraiment à l'effort et est porté par une forme d'euphorie qui gagne progressivement. Je pense que c'est vraiment un phénomène biologique. Hein, et voilà. Mais ça dit aussi quelque chose de la manière dont le corps ou le sac à dos va quitter progressivement la civilisation urbaine d'où on vient. C'est-à-dire, et ça, je voulais juste rajouter ça. En tout cas, pour moi, ça a été l'expérience peut-être la plus inattendue et la plus forte. C'est au fur et à mesure que le sac à dos se vide et où le corps se
se fait au chemin, se fait à la marche, se fait à l'effort des 8 heures par jour. On se fond dans la nature. Et au bout de, voilà, comme ça, de 15 jours, moi, ce qui m'est apparu, c'est aussi lié évidemment au contexte de l'endroit dans lequel on marche, c'est ce que moi j'appellerais un devenir animal. Alors je pense que c'est aussi parce que j'étais seul, mais j'avais l'impression de devenir moi-même un animal et puis de voir de plus en plus d'animaux. Et d'avoir une forme de solidarité avec les animaux qu'on peut voir, qui vont du lapin au bouquetin, en passant par... on aimerait évidemment tous voir des loups, mais ça n'arrive jamais. Mais donc voilà, il y a quelque chose qui est... Enfin, pour moi, ça a été une compréhension que je fais partie, en fait, de ce monde du vivant, de cette sorte d'anthropocène, comme on dit aujourd'hui, qui est fondamentalement mon monde enfin notre monde, et on le regagne par la marche. Ça, je m'excuse, c'est une notion extrêmement importante pour moi, puis tu m'amènes à y penser, c'est la montagne ou la nature, si on veut. La nature n'a pas besoin de nous, mais nous avons besoin de la nature. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a un film d'une Australienne, j'oublie son nom, qui s'appelle Mountain, justement, qui est passé à Genève il y a à peu près un mois, ça s'appelait Mountain. C'était un magnifique film, et elle dit ça très très bien, la montagne, nous, les hommes, on a besoin de la montagne. C'est pour ça que je dis que c'est une thérapie, en quelque sorte, la nature. Mais la montagne n'a pas besoin de nous, ça c'est clair, il faut avoir conscience de ça. Puis j'aimerais juste faire une petite remarque encore sur le sac. Il y a le poids du sac, c'est sûr, mais il y a aussi la manière de faire le sac. Ah, ça, c'est génial. Quand vous avez 10 personnes et vous avez 10 manières de faire des sacs, il y a les gens qui sont extrêmement ordonnés, extrêmement systématiques, puis il y a le bordel, passez mes expressions, quotidien, qui se retrouvent quotidiennement dans la... Parce que forcément, le sac, vous le faites et vous le défaites 2 fois par jour, en gros, quoi. Et systématiquement, tous les matins, il y en a qui ont une demi-heure de retard parce qu'ils ne savent pas faire un sac. Alors on essaye de leur expliquer. Et ça, c'est très drôle, c'est très révélateur. C'est comment on dit, c'est l'ordre intérieur est un révélateur du désordre extérieur ou inversement. C'est très marrant, les sacs, la manière de faire son sac. Et moi, je me permets de revenir sur une chose que vous avez dit qui est très belle, c'est de dire que quelque part, on perçoit l'animalité qui nous habite et on est en connexion avec son monde. Et ça rejoint une très jolie image que Grégory, tu m'avais expliqué une fois par rapport à ton rapport à la marche, en disant qu'à un moment donné, dans les marches que tu réalises, tu as l'impression que l'univers devient ton habit. Tu avais employé ce mot et je trouvais que c'était très joliment dit pour dire comment tu arrivais en connexion avec le monde qui t'environnait à travers ces marches. Ouais, bon, ça rejoint maintenant beaucoup de choses qui ont été dites, mais en effet, donc dans ce principe liant qui est la marche, avec soi, avec l'environnement, il y a forcément, ou du moins si on y porte une certaine attention, mais je pense aussi le temps le fait par lui-même, les perceptions qui vont être plus fortes, on peut même sentir vraiment physiquement des sens de la peau qui se transforment, vraiment des choses de l'ordre de l'ouverture, vraiment physique, quoi, de cette perméabilité. Et donc là-dedans, ce que j'essaie d'imager, c'est que on a une sensation que le paysage dans lequel on est, le territoire dans lequel on est, devient notre peau, enfin la sensation du coup de notre propre limite, de notre corps, et elle devient un peu plus perméable. Et on peut parfois se sentir habillé par le territoire où on est, ou nous-mêmes habiller ce territoire. Mais à ce titre, il y a une auteure que j'apprécie énormément et qui m'a d'ailleurs énormément inspiré aussi dans mon travail sur la marche, qui est Rebecca Solnit, qui a écrit un livre qui s'appelle Wanderlust. En français, c'est l'art de marcher, je crois. Et elle parle de l'esprit, le corps et l'environnement. À travers la marche, ces 3 entités forment un accord, comme un accord musical. Et je trouve que c'est très beau et très juste, justement, par rapport à toutes ces discussions sur ce sentiment, soit de thérapeutique ou de rappel à soi, appartenant au sol, à la terre, étant lié et pas seul, mais au fait partie de cette communauté vivante et mortelle. Enfin voilà. C'est une très jolie manière de boucler. Si ça vous va, on va s'arrêter là. J'aimerais juste recommander Bien un livre sûr. aussi, à part ceux d'Antoine.
Il y a aussi un philosophe qui s'appelle Frédéric Gros ou Gross, je sais pas comment on dit Gros, et qui a écrit, je crois que ça s'appelle Philosophie de la marche, sauf erreur, qui a un très bon livre sur la marche, et notamment il dit la marche c'est le meilleur moyen d'aller lentement, et je trouve que ça résume assez bien son livre. Et puis il y a un mot qu'on n'a pas prononcé aujourd'hui, c'est que dans la marche, il y a aussi, on pourrait imaginer le mot démarche. Il y a toujours une démarche quand on entreprend une marche, et ce qu'il y a de bien, c'est que ça marche. Et alors, en guise de mot de la fin, moi je vous inviterai volontiers à aller découvrir l'exposition qui se tient au musée d'art de Sion actuellement, qui s'appelle En Marche, qui a été prolongée jusqu'à une date que je ne connais pas exactement, mais vous pouvez très facilement la vérifier. Exposition à laquelle Grégory, dans laquelle tu as performé, dans laquelle vous avez participé au catalogue et dans laquelle vous avez participé à un débat. Donc vous retrouverez une prolongation de ce qui a été échangé ici. Je vous remercie de votre présence et de votre attention. Et à vous trois également, merci de vos savoirs et vos partages. Bonne journée. Merci.